nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Alors c'est sûr, c'est contemporain donc. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Pour faire passer la pilule discrètement. On en parlait déjà depuis plusieurs semaines, c'est dans les tuyaux. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. Voilà, on a appris quoi. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Politiquement Incorrect. Nous sommes le jeudi 12 février, autant pour moi, j'avance d'un mois. Et on est évidemment ravi de vous retrouver avec ce soir Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico. Bonsoir Hugo. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et bonsoir Walid. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est très bien. Je sais pas comment tu t'appelles, donc c'est pour ça que j'ai dit Walid. C'est mon prénom, effectivement. Non, mais parce Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, à cette heure-ci. On ne va rien trahir du secret de la préparation de cette émission. Pour ceux qui nous écoutent en direct, et il doit en rester peut-être 2 ou 3 sur la France entière, il est 19h06, on est en retard, effectivement. Cela m'est incombé, je suis désolé, j'étais avec ma copine, j'ai pas eu le temps. Et là, je regarde Marc avec un air douteux. Effectivement, non, c'est pas possible. Bref, voilà. C'est un message déguisé. Voilà, mais tout à fait. Je la fais chaque année aux alentours du 14 février, donc cette année n'y échappera pas. Voilà. N'hésitez pas à envoyer vos CV. L'année prochaine non plus. Voilà, politique@radio-rec.fr, on les prend. Non, effectivement, retard, et donc on devait préparer quelque chose pour cette émission. Je sais que Walid va intervenir ce soir, le président de la radio, Walid, qui est avec nous ce soir. Mais voilà, comme j'ai pas pu vraiment participer à la préparation, en tout cas du jeu de scène que vous aviez prévu, les gars, voilà, j'ai trahi le secret dès la première minute. Donc ce sera bien Walid et non pas le cher Abdelhamid, ouais. Malheureusement. Voilà. Mais si vous voulez, j'ai eu un appel de ce cher juste avant l'émission. Voilà, et parfait. Et tu pourras relayer son témoignage. Voilà, et son témoignage est vraiment un élément central de cette affaire SwissLeaks. Eh ben oui, voilà, tu viens d'annoncer le sujet le programme de cette émission. Avant tout le monde. Effectivement, mais parfait, très belle transition. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que la fraude fiscale est partout, l'exil fiscal est partout, effectivement. Et donc ce soir, nous vous relayons cette affaire qui est notre point de départ pour cette émission. L'affaire SwissLeaks, artiste, avocat, homme d'affaires, ses clients français chez HSBC, puisqu'il s'agit bien de cette banque suisse. Tout à fait. Effectivement, qui vous propose gentiment de prendre votre argent, de le cacher quelque part dans ce monde. En Suisse. Voilà, en Suisse et ailleurs finalement, dans un second temps. Et puis, effectivement, de vous protéger de tout rattrapage fiscal finalement. Exactement. C'est un peu le principe de la fraude fiscale, tout à fait. Effectivement, fraude fiscale, on le rappelle, dont l'affaire Cahuzac avait permis de faire ressortir évidemment de nombreux éléments. En France, on s'en souvient, c'était dès le début du quinquennat de François Hollande. Une réaction peut-être, effectivement. Alors Walid, tu as des contacts dans le système. Tout à fait, des contacts malheureusement qui ont été... Enfin malheureusement pour eux évidemment, et heureusement pour l'administration fiscale. Effectivement, cette affaire a sonné un peu comme un détonateur. On le rappelle, hein, ce sont les listings des noms qui ont été dévoilés. Mais évidemment, on avait déjà auparavant, ça fait quand même à peu près, je crois, 2 ans qu'on a... la suite de cette affaire. Une procédure a été ouverte dans plusieurs pays, notamment en France, avec la banque HSBC qui va être poursuivie. On pense notamment également aux États-Unis. Voilà, ça sonne un peu comme un peu la succession, vous savez, de tout ce processus. On a remis sur la table tous ces paradis fiscaux où il y a eu notamment la rencontre de l'OCDE, du G20, où il y a eu un accord finalement pour faire table rase un peu du passé de ces pratiques qui consistaient à cacher quelques millions, qu'on soit une célébrité du sport, un grand patron, un riche héritier, un adorateur de banque qui fait dans l'humour notamment. Voilà, effectivement, Gad Elmaleh, pour ne pas le citer finalement, qui faisait une publicité, j'aime ma banque en gros. Hein, même je rêve d'une banque. Voilà, je rêve d'une banque puisque j'aime ma banque. Il avait, c'est HSBC Suisse. Voilà, effectivement, il avait cette banque, il fait partie des fameux noms qui, quelque part, mettraient son argent de chez HSBC. Effectivement. Qui n'est pas la seule banque, hein, par ailleurs, qui a été démêlée. Hein. Il y a l'UBS également qui est poursuivi en France. Et là, il y a une procédure qui... il y a HSBC qui veut négocier. Aux États-Unis, là aussi, il y a un peu la même chose. Donc, on va suivre un peu cette affaire
Et en même temps, ça relève d'un certain nombre de pratiques. Et parmi la population, il y a toujours la question de se dire, finalement, pour nous, on trinque, on n'a pas de possibilité de ne pas payer l'impôt, puisque de toute façon, l'administration fiscale est toute puissante en France et dans de nombreux pays, mais tout particulièrement en France. Et pour les autres, ceux qui ont les moyens, ils ont des conseillers en fiscalité, des avocats fiscalistes. On a même un ancien président de la République qui en a fait sa profession. Ils ont la possibilité de placer de l'argent à l'extérieur, dans des paradis fiscaux. En Suisse, mais on a vu que maintenant ça semble un peu compliqué puisque les autorités suisses ont accepté, suite au G20, suite aux accords liés à l'OCDE, d'arrêter ces pratiques. Maintenant, il y a les Caïmans, il y a d'autres destinations qui sont plus à la mode. Singapour également, où le droit au secret bancaire, qui est un peu la base de cette évasion fiscale, est constitutionnalisé encore dans un certain nombre de pays, au Luxembourg également. Voilà, donc pas mal de choses à dire sur ce sujet. Alors, en plus, je vais laisser la parole à Hugo dans quelques instants pour te répondre notamment, mais quand on sait qu'effectivement, l'imposition, c'est forcément des projets, c'est les services publics, et notamment en France, qui est un pays connu pour ses impôts et sa redistribution, lorsque les personnes s'exilent fiscalement, elles privent du coup le pays d'une recette, en tout cas dans un premier temps, puisque ce que fait le pays pour réaliser ces projets, finalement, c'est de prélever davantage sur des principes, alors la TVA, sur d'autres systèmes d'imposition, et sur ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ne peuvent pas se permettre d'y échapper, notamment parce qu'ils n'ont pas les ressources, je dirais, en termes clairement, d'alliés, finalement. C'était 1 million, un chiffre pour pouvoir ouvrir un compte chez HSBC Suisse, c'était le gap d'entrée, c'était 1 million. Vous n'avez pas 1 million de patrimoine ou 1 million à placer, vous n'ouvrez pas de compte chez HSBC, c'est clair. Voilà. Ce qui est évidemment assez difficile à avoir pour rentrer dans une banque. Hugo. Alors déjà, il faudrait rappeler toute l'enquête qui a été menée pour arriver jusque-là. Vous n'avez pas cité Le Monde, c'est Le Monde qui révèle à travers le réseau de journalistes et d'investigation, de journalistes d'investigation, le ICIJ, voilà, le International Consortium of Investigative Journalists, dont le consortium international de journalistes d'investigation, qui réunit des journalistes du Monde, du Guardian, du Washington Post et de médias à travers le monde. Et ce sont ces journalistes-là qui révèlent les affaires. Donc cette affaire-là du SwissLeaks, mais l'affaire l'année dernière déjà du LuxLeaks, là c'était sur le Luxembourg, et exactement pareil, la fiscalité d'entreprise qui passait à travers des réseaux alternatifs pour justement éviter des fiscalités trop fortes. Mediapart Challenge notamment cite des noms dans ces affaires, oui. Pour citer d'autres médias également. Oui, non mais c'est Le Monde qui, en France, c'était... il y avait un représentant, on va dire, par grand pays. C'est ça. Au sein de ce consortium. Plusieurs reprantants. Et qui ont décidé au même moment de se concerter pour sortir cette affaire. Et la date, donc, c'était dimanche dernier. Et donc, il y a 2 ans, autre affaire, c'était le Offshore Leaks. Donc voilà, toujours, là, c'était sur les paradis fiscaux offshore, un peu plus loin que la Suisse, mais même logique toujours. Deuxième chose, Walid disait que l'enquête, je crois que tu avais dit, ça avait commencé il y a 2 ans. Sur UBS notamment. UBS, sur la HSBC, ça a commencé quand même dès 2009. Marc peut-être reviendra sur le cas du lanceur d'alerte en question qui est... Hervé Falciani, qui a sorti les informations des ordinateurs de HSBC et il les a livrés au fisc français dès 2009. Donc dès 2009, la France, le fisc et la justice française ont commencé à mener des enquêtes, à essayer de, comme les journalistes aussi l'avaient fait, essayer de relier toutes les informations ensemble, les vérifier, voir si vraiment il y avait quelque chose et si on pouvait commencer à condamner certaines personnes. Et du coup, voilà, on voit la pertinence de l'action des journalistes. Quand Pierre Berger, qui est un des actionnaires principaux du Monde, dit qu'il s'agit de populisme de la part du Monde, en l'occurrence, de révéler ces noms-là, je trouve ça un peu limite. C'est sûr que ça peut paraître de prime abord un peu bizarre de balancer sur la place publique des noms. Bon, évidemment, vous l'avez cité. Ça fait un peu people, en fait. On sort du cadre, enfin, on sort de l'enquête même, on sort des noms, en fait. Alors... c'est jeté en pâture, en quelque sorte. Voilà, c'est ce que dit Pierre Berger.
pas Michel. Non, Michel le Fait à défunt. son âme. Voilà. Pierre Berger dit cela, dit que voilà, ce serait du popisme. Je pense que, comme l'ont expliqué certains des journalistes du Monde, il s'agit plutôt de prendre des exemples et aussi de relativiser une certaine image que l'on a de ces personnes publiques aussi. Comme tu l'as dit, Gad Elmaleh qui fait la pub Ouais, il y en pour a J'aime d'autres. ma banque et qui soudainement on s'aperçoit que bon, au moment de l'affaire, c'était en 2008, les chiffres c'est 2007-2008, il avait 80 000 euros en Suisse. Ce qui Ça est veut pas quand même- énorme non plus. Mais ça veut quand même dire qu'à un moment il a placé 1 million. Ouais, Parce que le à seuil fait. d'entrée c'est 1 million. Mm, Donc mm, mm. il faut aussi penser à ça. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose de citer ces personnes, il y en a d'autres. Tu parles de Gad Elmaleh qui notamment, enfin c'est l'exemple qui me vient en tête, a fait les Restos du Cœur, œuvre caritative. Les enfoirés. Voilà, les enfoirés Ouais, ou tout à fait. gentiment, enfin et d'ailleurs il a fait le Mhm. Téléthon également, des choses qui sont en partie financées par des recettes publiques et effectivement le fait de aujourd'hui non mais Oui, alors oui. non seulement ce sont des opérations financées en partie par des recettes publiques, après ça dépend des associations, mais en plus si on a besoin d'associations aujourd'hui, c'est parce que des gens sont entre guillemets dans la merde parce que ils sont prélevés de part et d'autre, etc. Et voilà, enfin ils sont prélevés par des impôts, ils ont La taxe, hein, ils ont toujours, des la taxes, TVA, ils ont des cotisations sociales sur leur salaire, etc. Parce que justement, d'autres s'en vont, ne sont pas en France pour pouvoir payer ces choses-là. Et comme il faut des recettes à l'État, eh bien on les augmente et voilà. Enfin, si on fait le cercle vicieux. Oui, je pense aussi qu'il y a des personnes qui sont dans la merde parce que non mais Parce qu'il y a du chômage. c'est ce que Oui, tu oui, disais oui, ça. oui, c'est ce que je Parce disais. qu'il y a Mais il y c'est a, lié, il tout y à a fait. du chômage et puis il y a aussi la chute de l'État-providence qui vient Mais si de le chômage est là, c'est aussi en partie parce que la le coût chute du des Mais travail. c'est lié, hein. Le Pour moi, coût du voilà. travail augmente parce que les charges Tout à fait, également augmentent. c'est un Tout est lié, écosystème. bien Ouais, sûr. ouais. On peut mettre effectivement la hausse du chômage et la baisse de l'État-providence un peu sur la baisse des rentrées fiscales. Maintenant, Ouais, c'est évident que pour moi, cette question-là pose un énorme souci. On a insisté politiquement, on sortait je veux dire, y compris sous ce quinquennat de François Hollande, mais encore plus sous la présidence de Nicolas Sarkozy, d'une période où la fraude sociale était mise en avant, où on avait les voleurs de la CAF, ceux qui posaient des arrêts maladie abusifs, etc. Bon. Ça, tout le monde est conscient que c'est un problème, que c'est une escroquerie. Alors, il y a plusieurs types d'escroquerie. Il y a l'escroquerie à grande échelle sociale, celle-là, il faut la condamner, où c'est des systèmes organisés. Et puis, il y a la petite fraude sociale, la fraude de subsistance. Et celle-là, elle était quand même largement pointée du doigt, y compris par le gouvernement actuel, le ministre du Travail notamment, en ce qui concerne les assédiques, dont j'ai oublié le nom, peut-être que vous allez me le retrouver Le ministre dernièrement. Oui, tout à fait. François Rebsamen. Voilà, François Rebsamen, tout à fait, qui parlait de gens qui ne cherchent pas du travail, etc. Donc cette fraude-là, elle a été très mise en avant politiquement. Et dans un autre temps, la fraude fiscale, qui représente quand même, en comparaison, je crois, 30 ou 40 fois la fraude sociale, a été complètement mise de côté. On a mis en avant un peu comme symbole, je me souviens, c'était Eric Woerth, les 3000 fameux exilés fiscaux dont on aurait retrouvé les noms, qui étaient priés de repasser par Bercy. Là, ce que nous apprend les articles du Monde, c'est notamment tout le processus où on a réussi à avoir cette liste, et peut-être que Marc reviendra dessus, et comment comment le pouvoir a tenté d'étouffer cette affaire, notamment Madame Alliot-Marie, garde des Sceaux de l'époque, qui a essayé en se disant, en regardant un peu les noms qui avaient fuité à l'époque dans les services, oh bah non, il faut à tout prix qu'on étouffe ça. Donc il y a quand même derrière ça une vraie volonté politique de mettre en avant certains fraudeurs et puis d'en faire oublier d'autres sans doute trop proches du pouvoir. Et on le sait, hein, il y a eu des députés, on a cité des cas célèbres de ministres même qui ont été pris dans ces affaires-là. Donc bon, voilà, tout ça est assez intéressant et on va voir un peu quelles sont les conséquences politiques, notamment du point de vue légal. Bon, si on résume, Gad Elmaleh, il est bien passé par Bercy, mais c'est plus la salle de spectacle que le centre des impôts, en fait. Tout à fait. Voilà. Marc, effectivement, tu avais des éléments à apporter. Peut-être d'abord une réponse à ce qui a été dit, si tu as une opinion. Quelques éléments, oui. Walid parlait de Michel Alliot-Marie. C'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que, voyant la Suisse, voyant que l'affaire prenait une sale tournure, en sachant de fil en aiguille qu'Hervé Falciani avait des données, ça a tout fait pour essayer d'étouffer l'affaire, ce qui a fait, du coup, fait dire
réussir à comment on appelle ça, celui qui a donné l'alerte, quoi. Donneur d'alerte. Il est parti de Genève, il est arrivé à Nice où il a donné ses 5 DVD justement où il y avait les données qui avaient été récupérées à un certain monsieur, enfin au procureur qui était allé de Nice, qui était monsieur Éric de Montgolfier, si je me trompe pas. Et tout de suite, Michel Lomary, qui était justement garde des Sceaux à l'époque, on est en 2009, dit non, il faut peut-être étouffer le truc. C'est la version en tout cas que donne Hervé Fadjiani. En tout cas, c'est la version qui est donnée. Et c'est vrai que pour revenir un petit peu dans tout dans le truc là, après je reviendrai sur les questions plus politiques, mais on a des informations qui vraiment vont un peu dans tous les sens. On a d'un côté le premier intéressé qui nous dit qu'au départ il a fait ça par geste humanitaire. Alors oui, on va dire utopiste quoi. Les riches s'en vont, il faut que je dénonce. Après on apprend qu'il a voulu faire en partant au Liban notamment et dans d'autres pays pour essayer de vendre ses données, pour se faire du fric avec ses données. On se souvient d'une affaire justement, Hugo a parlé de l'affaire avec le Luxembourg, etc. Quand il y a eu justement cette fuite des données, tout de suite, il y a apparemment certaines ventes de données avaient été chiffrées à 5 millions, la vente de données. Donc du coup, Hervé Fadjiani s'est dit, je vais faire pareil avec ces données. Donc il y avait vraiment une espèce d'offre et de demande, où les premiers inquiétés, ou plutôt les banques qui étaient inquiétées, ont tout de suite cherché à capter ces données-là. Donc il est parti en France, en classe suisse lui était complètement défavorable, et c'est là qu'il a dévoilé ces 5 DVD où il y avait toutes les données. Mais il y a un truc qui est vraiment, à mon avis, le point un petit peu central de tout, c'est de savoir comment il a réussi à avoir ces données. Alors, certains disent qu'il a été aidé par des amis au sein même d'HSBC. C'est-à-dire qu'il y a eu du copinage avec certains qui lui ont permis ça. D'autres disent qu'il a essayé de tout faire pour pirater le système. Et la version de Fadjiani, c'est de dire, finalement, j'ai été fait pour... Enfin, je connais pas, Walid est plus informé sur les questions informatiques que moi, mais en gros, il devait faire changer des systèmes informatiques ou de passer d'un système à un autre. Et en même temps, il y a une espèce de faille dans le système qui aurait permis justement que toutes les données pendant un laps de temps assez court, mais suffisant pour les enregistrer, a fait que les données sont apparues et du coup, je sais pas comment on fait, mais en tout cas, on les enregistre et on voit tout avec le listing des noms. Et ce qui est vraiment, et là, j'en terminerai là, mais ce qui est vraiment terrible, c'est qu'on est dans un monde où on nous implique la transparence et tout le bien, le savoir-vivre, le fait de payer ses impôts, etc. On embête certains députés qui sont en retard pour payer. La phobie administrative. Voilà, cette phobie administrative. C'est beaucoup moins grave. Pour les impôts, c'est moins grave. C'est beaucoup moins grave parce qu'au final, ils les payent. Et ce qui est terrible, c'est qu'à partir de 2013, donc suite à cette affaire Cahuzac, on a eu en 2013 des actions de la France qui ont été faites dans le sens d'aller contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale, etc. La fraude fiscale, c'est quelque chose qui en somme, est purement dégueulasse parce que si fraude fiscale est avérée, ça veut dire qu'il y a eu volonté de cacher ou de se soustraire aux impôts. On va dire ça comme ça, mais de façon volontaire. Donc c'est quelque chose que l'on sait. Donc ces personnes qui sont inquiétées dans HSBC ou d'autres savent, c'est eux qui ont mis cet argent-là, et notamment avec un capital qui est minimum supérieur ou égal à 1 million. On a des actions de la France qui ont été, et c'est là le point central, c'est que d'un côté la carrure politique qui nous offre cette idée de transparence, etc., mais en même temps des systèmes politiques, administratifs qui se renforcent de plus en plus, ce qui fait que en 2013, la France a essayé de trouver ces évadés fiscaux, et elle a mis en place des plans au niveau international qui consistaient à contracter des espèces de partenariats avec certaines personnes en mesure de pouvoir donner des données, plutôt faire un partenariat avec des gens qui étaient capables de lister les personnes. Et c'est ça, on est 2 ans après, un peu moins de 2 ans après, et on en arrive au plan international, cette mesure de 2013 contre la fraude fiscale, qui en arrive à ce développement. Mais moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est qu'on a quelqu'un qui offre des données. On a quelqu'un qui nous dit, on ne sait pas comment il y a eu, mais en tout cas, il nous donne quelque chose pour dire, vous voyez, d'évadis fiscaux, c'est tant de pertes pour l'État. Surtout qu'en 2007, même si les chiffres ne sont pas forcément les meilleurs, parce que c'est difficile à calculer, l'évasion, c'est forcément difficile à calculer. Et il disait que, par exemple, on ne peut pas dire, même des entreprises qui payent officiellement leurs taxes, ça ne veut pas dire que ces entreprises-là n'ont pas caché de l'argent ailleurs. C'est-à-dire qu'une entreprise peut être comptabilisée comme, entre guillemets, légale, ou plutôt en règle, alors qu'à côté, elle peut avoir des activités parallèles ou souterraines. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais
Et je vais peut-être m'en rappeler. Et oui, donc toutes ces actions-là qui ont été faites contre ces banques montrent bien à quel point la France enfin plutôt les autorités sont complètement incohérentes, parce que d'un côté il faut démontrer les évadés fiscaux, et de l'autre, quand on trouve quelqu'un qui nous offre des données, alors peut-être pour faire du fric ou pas, on nous dit, alors là je cite justement les informations qui ont été mises dans le Monde, on a interrogé les gens, alors oui c'est un manipulateur, un mythomane, quelqu'un Ce qui est vrai par ailleurs. Ce qui est vrai par ailleurs, mais au final, qu'est-ce qu'on s'en fiche du côté humain? Qu'il ait voulu faire du fric avec, de toute façon, les autres, ceux qui dénoncent, en ont fait encore plus que Ils lui. sont pas mieux, ouais. Donc, au final, moi, ce qui m'interroge, c'est vraiment tout ce côté où avant de critiquer l'acte, on critique la personne. Et je vois pas très bien l'intérêt, surtout pour des gens qui prétendent dire qu'il faut arrêter ces évasions. Alors messieurs, que fait-on une fois qu'on sait ça? C'est-à-dire que là, c'est une affaire qui est sortie dans les médias, les journaux, un petit peu partout. On a des noms qui ont été révélés. Alors évidemment, les médias ne font pas la justice aujourd'hui, mais quelle est la place finalement de la justice? Quelles sont les sanctions? Comment, voilà, que se passe-t-il? Puisque là, finalement, on est face à de l'information, les médias révèlent des informations. Que font les services en charge de régler ces petits soucis, dirons-nous? Alors, déjà, comme on a commencé à le dire, le fisc est déjà sur un certain nombre de cas, parce que si Le Monde révèle aujourd'hui en 2015 un certain nombre de noms, la fiscalité française avait accès à la liste, au listing Felciani. En outre, il y a aussi un certain nombre de cas qui ont été régularisés entre-temps, parce que les chiffres, la liste datant de 2007-2008, il y a eu ce processus de régularisation, à la fois action en justice de la part du fisc français en l'occurrence, qui fait que notamment Gad Elmaleh n'a plus rien à se reprocher à l'heure actuelle. Donc, vous parliez tout à l'heure de l'ancien ministre éphémère, ministre secrétaire d'État au commerce extérieur, qui avait sa phobie administrative, lui aussi a régularisé. Donc, forcément, parfois, entre le temps où les affaires sont révélées, il y a une question de temporalité. Il y a la question de l'affaire en question et puis aussi sa régularisation. D'ailleurs, souvent les affaires sortent après. Voilà, le cas de Jérôme Cahuzac, je crois. Enfin, je sais plus ce qu'a donné l'enquête. Jérôme Cahuzac, le procès n'a pas démarré. D'accord, c'est peut-être pour ça que j'ai pas les conclusions. Tout à fait. Mais pour le cas, il va démarrer, je crois, l'année prochaine. D'accord. Oui, Jérôme. Comme quoi, la justice est vraiment très très longue d'ailleurs. Ouais. Je crois que Jérôme Cahuzac avait toujours ses comptes, il me semble, mais. Oui. Ça, je ne me rappelle plus non plus. Mais voilà, ce que va faire la justice, je pense que ça va déjà être plus facile pour la justice parce que les affaires étant révélées, il n'y a plus possibilité de poser des barrières, des freins comme a pu le faire Michel Alliomarie ou d'autres. Ou tenter de le faire. Voilà, ou tenter de le faire par copinage, parce que l'on connaît un tel et donc ce serait bien s'il pouvait ne rien lui arriver. Après, concrètement, je ne suis pas dans les rouages de la justice, je ne suis pas juriste malheureusement, donc je ne connais pas le droit de la fiscalité. Walid? Alors, c'est en fait toute la question, effectivement, qu'on peut se poser à la suite de cette affaire, qui est quand même, on le soulignait, certes, on a les noms, la grande nouveauté, là, c'est qu'effectivement, on a quelques personnalités connues. Et il semblerait que le Monde, la stratégie du Monde et des autres médias, c'est de balancer quelques noms à travers des articles. Alors, on a eu Mohamed VI, roi du Maroc, on a eu le roi de Jordanie, on a eu l'héritière de Nina Ricci, on a eu Gad Elmaleh, on a eu Christophe Dugarry, enfin voilà, un peu quelques noms qui vont être, je pense que ça va continuer à être... Ça montre la panoplie en tout cas de personnalités. Tout à fait. Et derrière ça, il y a quoi finalement? Est-ce que ces gens-là vont certainement essayer de se défendre? À mon avis, ils vont essayer de temporiser dans un premier temps, de ne pas faire les malins, et puis peut-être s'exprimer dans la parole en disant bon, il n'y avait que 80 000 euros sur son compte, par exemple pour Gad Elmaleh, la situation a été régularisée, etc. etc. Et puis ça ne retire rien, par exemple, au talent de Gad Elmaleh à faire de l'humour. Tout à fait. Enfin, tout à fait.
Tout ça est subjectif, mais je veux dire, il Tout à remplit fait. des salles, donc a priori c'est comme Dieudonné, il a un talent entre guillemets quoi. Exactement, exactement. Non, mais après, c'est toujours la difficulté quand on a affaire à ce genre de cas-là. C'est facile pour la personne de dire ouais, mais vous savez, moi j'avais un conseiller, je m'occupais pas de ça vraiment. Moi, je me contentais de signer les papiers. Point. On me tendait des papiers, je les signais. Alors peut-être que j'étais chez HSBC France. Par ailleurs, on a ressorti une interview de Gad Elmaleh où on posait la question à la télévision suisse. Est-ce que vous viendrez, je crois que l'interview date de 2010, est-ce que vous viendrez en Suisse vous installer, mettre votre argent, etc. Et là, vous aviez la réponse de Gad Elmaleh, ah non, jamais ça comment, moi, ça me viendrait pas à l'idée. Donc, effectivement, il y a ce côté-là un peu savoureux, dans le sens où il y a voilà, une sorte d'humiliation publique qui a toujours son côté malsain, qui peut faire un peu esprit populace, un peu esprit... Populiste, oui. Exactement, voilà, on essaye un peu de pointer du doigt, mais est-ce que derrière, il va y avoir des actions légales, concrètes, certainement des procès pour ceux qui n'ont pas régularisé leur situation, ça a démarré, mais est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce qu'au niveau du gouvernement, on va tenter de renforcer les contrôles, de donner plus de moyens peut-être aux contrôleurs fiscaux, en disant, bah ça, c'est finalement... recruter des fonctionnaires sur ces postes-là, c'est intéressant parce qu'ils font rentrer des entrées fiscales. Donc, c'est à mon avis une question à se poser. Et puis, il y a la grande question, il y a la fraude évidemment personnelle au niveau des personnes physiques, mais il y a aussi la question de la fraude des personnes morales, et en premier lieu, celle des entreprises, qui est quand même le premier poste de dépense en termes de fraude. Clairement, si on ajoute la fraude sur l'impôt sur les sociétés, on l'a mentionné avec notamment l'affaire LuxLeaks, il y a eu également en Irlande un certain nombre d'accords qui ont été passés. Tout ce volet-là, pour le moment, l'Europe, puisque là c'est plutôt une réponse européenne qu'il faudrait apporter sur cette question-là, eh ben, c'est un peu le néant parce que chacun essaie de défendre sa chapelle. Le Luxembourg dit, bah, écoutez, nous on a un tout petit pays, si on n'a pas ça, comment on va vivre? On n'a rien du tout, nous on n'a que du charbon, on a besoin de cette fiscalité-là et d'attirer des entreprises pour continuer à prospérer. L'Irlande, c'est un peu le même discours. On passe des accords entre grosses sociétés. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment que ces deux affaires-là soient traitées de façon équivalente et pas qu'on en essaye d'en mettre une pour cacher l'autre, ou encore pire, comme on l'a fait avant, mettre en avant la fraude sociale sur le devant de la scène. Alors, on a entendu ton point de vue, Walid. Je vais donner la parole à Marc puis à Hugo qui l'ont demandé respectivement. Mais messieurs, je vous demanderai s'il vous plaît de répondre, c'est pas très long, à cette question dans votre propos. Est-ce qu'on peut finalement imaginer, Walid semble dire que non, est-ce qu'on peut imaginer que finalement les personnalités dont il est question n'étaient pas forcément au courant? Est-ce que finalement il est probable que toute l'armada de conseillers dont sont entourées ces personnes-là, eh bien, puissent prendre un tel pouvoir, et c'est ce qui se passe souvent en politique, hein, les conseillers politiques prennent tellement de pouvoir que les personnalités en question, eh bien finalement, ne savent pas ce qui se passe sur leur compte, ne savent pas ce qui se passe sur leur communication Twitter et compagnie, ce qui serait moins grave évidemment. Mais voilà, est-ce que c'est, à votre avis, c'est possible? Marc. Non, pour moi c'est non. Je réponds tout de suite non, ça sera court. Non, parce que je veux dire, à ce niveau-là, on est bien évidemment au courant de tout, de toute façon. Arrivé à mon avis à un certain niveau de capitalisation, on est très bien au courant de ce qui peut éventuellement nous arriver, ou on est très bien au courant de ce qu'on peut en retirer, ce qui est évident. Il faut se mettre après justement, c'est ça la vraie question, à mon avis, qui va compléter ce que tu viens de dire. C'est est-ce que aujourd'hui on n'est pas enfin la société est divisée, mais est-ce qu'on n'est pas en train de diviser les Français sur quelque chose, sur un point important, parce que ceux qui ont de l'argent aujourd'hui, ou même les classes on va dire supérieures, moyennes, enfin je sais pas comment appeler ça, les classes aisées, on va dire ça comme ça. Je parle pas forcément d'un capital ou de plus d'un million d'euros jouissent. Non. Je parle vraiment des gens, on va dire classiques, qui vivent bien, etc. J'écoute, la question qui va suivre, c'est celle un petit peu qui est posée par Piketty. Je l'ai vu samedi dernier, il était dans l'émission de Ruquier, On n'est pas couché. Il disait oui, vous savez, arriver à un certain niveau de capitalisation, un certain niveau de capital ou d'héritage ou etc. Au moment ça ne sert plus à rien, il faut tout redistribuer. C'est un petit peu, c'est un peu la technique à la Mélenchon, quoi. Au bout d'un certain niveau de capitalisation annuel, bah le reste on le lègue à l'État. Et là, en fait, je me posais la question de savoir est-ce que les gens qui ont de l'argent,
tous ceux qui vont dans les paradis fiscaux sont entre guillemets des méchants, parce que je pense que c'est ça qu'on essaie aujourd'hui de faire, c'est de dire que ces gens-là c'est des méchants, et de dire finalement ces gens-là sont des méchants parce que à cause d'eux il se passe ci, il se passe ça, il se passe ça. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un vrai problème selon vous, et je pose la question à tout le monde, de vouloir garder son argent et dans un système qui nous permet de le faire et à diverses échelles, est-ce que c'est un phénomène ultra délétère de vouloir garder ou faire capitaliser son argent ou par des royalties ou par des qu'on appelle ça, ce qu'on touche par année, ça s'appelle des intérêts. Voilà, des intérêts. Voilà, est-ce que aujourd'hui c'est c'est mal. Voilà, la question est C'est de la large. macroéconomie là. Mais la question est tout à fait pertinente, à savoir finalement est-ce qu'on doit leur reprocher à eux ou est-ce que c'est au système qu'on doit reprocher le Est-ce qu'il y fonctionnement a trop de, puisque eux est-ce qu'on profitent de paye quelque trop chose qui est d'impôts possible. ouais. Sachant qu'ils font quelque chose quand même qui est a priori Fiscalité, illégal puisque c'est poursuivi. Donc après ils profitent d'un système qui existe certes mais qui est illégal. Hugo, peut-être pour répondre à Marc, pour répondre aussi à ma toute petite question et puis pour poursuivre le débat. Pour te répondre déjà, je ne pense pas en effet qu'il soit envisageable qu'il ne soit pas au courant de ça, d'autant que tu l'as rappelé, c'est illégal, donc dans ce genre de situation, les gens sont plutôt au courant, on les prévient quand même. Attention, est-ce que tu es prêt à ce que je parle, si c'est son conseiller, hein, il va lui dire, voilà, est-ce que tu es prêt à essayer quelque chose qui n'est pas vraiment légal, mais qui se fait plus ou moins dans le milieu, donc Oui, voilà, essayons, voilà. Je pense que c'est... Un quand tel même... le fait, et Voilà. lui aussi, donc ça Donc- serait quand même dommage de pas en profiter. Voilà, c'est ça. Mais je pense que la personne a toujours le dernier mot. Sur la question de la redistribution et de l'impôt, c'est une grande question de savoir est-ce que finalement c'est pas, je dirais presque légitime de partir en Suisse parce qu'on paye trop d'impôts en France. Je trouve ça assez limite, comme je serais plutôt de l'avis de Piketty de penser que certes, l'impôt n'est pas toujours bien fait en France, on est d'accord, mais de lancer des vérités comme ça à la va-vite, de dire bon, on paye trop d'impôts en France, point barre, et on s'arrête là, ou de lancer un chiffre sans regarder l'ensemble des autres, comme le faisait hier, c'était je ne sais plus qui, sur le plateau d'Alessandra Sublet, sur la Tour Eiffel, qui un éditorialiste disait voilà, il sortait deux trois chiffres à la va-vite, et puis voilà, c'est dit, et comme ça... Mais voilà, c'est toujours cette manipulation des chiffres qui est assez facile. Effectivement, et puis écouté par plein de gens. Oui, et voilà, qui donc ça prennent lui pour donne une argent certaine comptant ce qui est dit. légitimité. Alors, si je peux juste compléter mon propos et rebondir sur ce que disait Walid tout à l'heure sur la coopération européenne. Je pense que la coopération, certes, doit être européenne, ça s'inscrit dans la construction, et c'est assez choquant que le Luxembourg, qui est quand même un des pays fondateurs de l'Union européenne que nous avons aujourd'hui, mais à l'époque, voilà, c'était sur le charbon que ça se fondait, le charbon et l'acier. CK. Voilà, exactement. Que le Luxembourg soit au cœur d'un scandale. Donc le LuxLeaks qui frappait, qui était révélé l'année dernière. Là, c'est la Suisse, c'est un peu différent parce que la Suisse, on le sait, n'est pas intégrée à l'Union européenne. Et donc, il faut une procédure de coopération européenne, mais aussi, je pense, à l'échelle mondiale. Dans le sens où le G20 a essayé de pousser l'OCDE à le faire, comme on l'a vu, ce qui a amené une régularisation vis-à-vis du Luxembourg, plus ou moins, l'OCDE faisant pression sur ce pays pour justement effacer, faire table rase, comme disait en début d'émission Walid, sortir de cette pratique, dans le sens où, évidemment, si le Luxembourg le fait, d'autres pays, en l'occurrence de l'OCDE, voient des recettes en moins, et là on arrive à ce qu'on disait tout à l'heure, recettes budgétaires qui diminuent et égale moins de pouvoir pour l'État. Pour compléter un petit peu, et je vais laisser la parole ensuite à Walid, pour compléter un petit peu le propos sur l'imposition, rappelons quand même qu'évidemment en pourcentage de son revenu, les personnes qui font partie des classes entre guillemets populaires, alors celles qui sont imposables en tout cas, la part d'imposition, la part de prélèvement obligatoire en tout cas, pas forcément les impôts d'ailleurs, qui sont les impôts sur le revenu qu'on paye et que tout le monde râle, mais l'ensemble des prélèvements obligatoires, et notamment à travers les TVA et les taxes sur le pétrole, etc., sont évidemment plus importantes sur les classes populaires
populaires que sur les classes aisées, malgré, je dirais, l'imposition sur le revenu ou l'ISF qui incombe aux personnes des classes aisées de payer. Voilà, donc rappelons également que quand on parle d'égalité face à l'impôt, il y a aussi ce débat sur le pourcentage des revenus qui, de fait, est amputé de manière plus importante, souvent sur les classes populaires qui ont davantage à supporter tout ce qui est TVA, par exemple. Tout à fait. Et justement, c'est la TVA qui fait en sorte qui rejoint un peu ce que tu dis et qui prouve qu'en proportion, les classes moyennes, notamment, plus que les classes populaires Oui. d'ailleurs, payent plus d'impôts, taxes, on va dire contributions à l'État. Prélèvements obligatoires. Oui. Exactement, que les personnes plutôt de revenus aisés qui ont les facultés à pouvoir faire des placements légaux par ailleurs, hein, pour pouvoir défiscaliser, puisqu'il y a un certain nombre de nids fiscales qui le permettent. Moi, je vais répondre un peu à la question de Marc qui se demandait, voilà, est-ce que aujourd'hui, quelle est la solution qu'on peut apporter à ça? Est-ce qu'au niveau de l'impôt, on fait un peu comme Piketty en mettant voilà, un gap où on dit à partir de ce montant-là, c'est une vieille proposition hein, par ailleurs, Oui, bien notamment je pense à Georges Marchais qui le proposait dans les années 80. Voilà, au-dessus d'un tel montant, je prends tout. Donc ça avait au moins le... C'était l'expression Voilà. de Georges Marchais. Oui, Qui a été reprise par Mélenchon en disant au-dessus de 300 000 euros par an, on prend tout, on fonctionne tout. Il avait dit ça, justement. Voilà. Est-ce que le problème, c'est aussi, je paraphrase un peu tes propos, c'est le fait de placer de l'argent et d'attendre de faire fructifier. Ben moi, effectivement, c'est un peu mon avis. Le problème n'étant pas l'impôt forcément, je serais plutôt moi opposé à l'idée de tout prendre au-dessus d'un certain montant. Mais plutôt d'avoir une fiscalité qui soit intelligente et qui incite les gens non pas à planquer et à faire dormir l'argent pour que ça leur rapporte via des placements financiers X ou Y, mais plutôt dans, je dirais, l'économie réelle, dans l'innovation, dans la création d'entreprises, dans ce qui va créer des emplois et de l'activité en France. En fait, là, on va faire le petit point macroéconomie. On sait que la croissance vient par la faculté à ce que les flux monétaires s'échangent d'une manière plus ou moins rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un montant d'argent, il faut que cet argent-là passe d'une main à une autre, et plus le système est fluide, plus la croissance sera importante et les activités prospéreront. Si effectivement il y a une perte de confiance dans le système, et c'est ce qu'on voit notamment quand les institutions financières refusent de prêter à des États, et ben chacun émet des doutes à l'égard de l'autre et l'argent ne circule plus, on planque son argent, et là on arrive un peu à la situation qu'on a eue durant toutes les crises d'ailleurs, et en particulier sur la dernière. Donc effectivement une fiscalité qui d'une part empêcherait et attaquerait lourdement les gens qui chercheraient à bloquer de l'argent, si tu veux, à le maintenir dans un état dormant où on veut simplement que ça rapporte. Typiquement, les placements qui ont été faits pour construire des logements et que derrière, ça nous rapporte en loyer locatif et finalement en spéculation, mais plutôt dans, on va dire, l'innovation, dans le financement de start-up. Une loi a d'ailleurs été faite dernièrement sur le financement participatif de ces entreprises-là qui vont pouvoir lever un certain montant. Ça, je pense que c'est plutôt positif. Et d'une manière générale, tout ce qui n'est pas issu d'activité salariée, les héritages, etc. Pour moi, je pense qu'on doit taxer lourdement ce genre de choses-là. Ah, la question des héritages, vaste question également, hein, puisque voilà, c'est le transfert d'argent d'une personne décédée notamment à une personne encore vivante. Voilà, qu'est-ce qu'on fait effectivement de cet argent accumulé par une personne qui s'imagine le donner à sa descendance, enfin sa descendance ou à quiconque autre. Ses héritiers. Mais, voilà, ses héritiers tout simplement. Mais voilà, qu'en faire? Marc, peut-être une dernière réaction avant de clôturer cette émission. Du coup, je vais répondre. Non, je vais pas répondre sur l'héritage que personne pourra répondre. Personne va être d'accord avec moi. Donc ça dépend. Et de rappeler qu'on a déjà traité. On en avait quand il y avait l'émission sur Piketty, justement, on en avait
quelque peu parlé avec Raphaël, donc c'est bien Oui, évidemment c'était la une petite question. aparté. Voilà, c'était un léger point. Non, mais en tout cas, Une réponse de Walid à distance. voilà. Non, je terminerai là-dessus, c'est Remonter l'émission. de dire, en tout cas, tout est fait aujourd'hui pour permettre l'évasion fiscale. Alors certes, c'est pas légal, certes, mais entre nous, quand on voit tous les grands dossiers qui sortent en ce moment, pas forcément fiscaux ou autres, on voit qu'il y a des grandes questions. Nous, on est une petite fourmi dans une grande fourmilière. On ne pourra jamais savoir tout ce qui sera caché, tout ce qui est possiblement faisable à l'étranger. Nous, on peut pas savoir tout ce qui est possiblement C'est le principe, ouais. qu'est-ce qui est possible aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis sûr que demain on gagne au loto, on a 180 millions de côté. Là, c'est l'euro million, mais tout de suite, les banques vont venir vers nous. Attendez, on peut peut-être mettre ça, faire ça. On va découvrir en fait des systèmes parallèles qu'on ne connaissait pas du tout. Et forcément, nous, ça nous choque parce qu'on dit bah non, c'est pas bien. Puis on ramène ça toujours à cette question de l'État-providence. Et on Voilà. se dit Donc voilà. en somme, supprimer En tout cas, l'évasion moi, je pense- fiscale reviendrait à supprimer les impôts finalement. Oui, voilà, mais bon, oui, non, bref. Mais en tout cas, la vraie question aujourd'hui, je pense que c'est une question vraiment de fond sur le coup, sur lequel on peut aujourd'hui débattre, c'est de savoir si aujourd'hui, est-ce que plus on capitalise, plus on a envie de capitaliser, ou au contraire, plus on capitalise, plus on a envie, à un certain degré, de redistribuer. Et aujourd'hui, est-ce qu'un État, entre guillemets, policier, niveau fiscal ou autre, je dis pas que c'est un État, mais en tout cas, qui peut être ressenti comme ça, ne profite pas, enfin n'engendre pas ou n'enfante pas ces pratiques-là. Surtout que, justement, quand on voit le Luxembourg et d'autres pays qui disent, bah, vous voyez, on n'a que ça, on vit que de ça. Donc il y a quand même une espèce de, à mon avis, pour stimuler ces arrivées d'argent, quand même, à mon avis, une carotte qui est monétaire et qui veut dire, venez, et puis forcément, vu de l'attrait, vu la puissance de l'argent aujourd'hui, c'est pas une critique, je veux dire, c'est comme ça, voilà, et on peut ne pas s'étonner, et on questionne de poser cette vraie question de savoir si, au contraire, les gens qui ont de l'argent ne veulent pas le faire capitaliser, surtout dans les systèmes qui lui permettent de le faire. C'est tout ça. Hugo, Non, juste comme mot de la fin, pour le mot de la fin. Ouais, je rendrai hommage aux journalistes du Monde et de tous ceux de leur consortium. Ça c'est politiquement correct. Non, depuis le mois mais de en janvier fait, de il veut rendre travailler hommage au Monde, il veut nous aux parler. journalistes. Non, ouais. juste dire, Marc semblait très fataliste. Moi, je trouve que c'est par des actions telles que celle qui a été menée et dans les informations qui ont été publiées ce dimanche. On sait donc qu'il y a 180 milliards d'euros dans des paradis fiscaux, en l'occurrence, via HSBC, dont 6 milliards qui appartiennent à des Français. Et je trouve ça salutaire que le Monde et d'autres libèrent ce genre d'informations, parce que ça pas dit le permet, contraire, hein. de lutter contre la fraude fiscale. C'est pas impossible de lutter contre la fraude Ils se fiscale. poseront des questions, du moins. Voilà, et évidemment, avant et d'en ça amène le débat sur la place publique, et donc je trouve ça Je ne vraiment- leur jette pas la pierre, au contraire. Ah non, mais Putain, c'est très bien ce qu'ils sont j'espère bien, mais il faut simplement se dire que c'est possible. Peut-être que ça va être plus difficile via l'État, mais notamment avec l'investigation journalistique. Regardez Ce qui a tendance à montrer quand même que les médias sont parfois plus forts que la justice, puisque la justice est tellement lente que ces sujets ne sont pas résolus par celle-ci assez rapidement. en tout cas, Et il y a un joli pied de nez à notamment Maxime qui ne fait que critiquer la presse Et juste, je conventionnelle, termine sur cette phrase, mais en tout cas, qui est assez vous voyez, mérite. vous dites que l'argent, enfin, on critique justement des systèmes où on envoie de l'argent, on capitalise. Qu'est-ce qui, à mon avis, la version la plus sensée, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui a fait que Falciani a pu permettre à la France de connaître ces données ou possiblement d'avoir ces données? C'est l'attrait de l'argent, de savoir qu'éventuellement, s'il vendait ces données, il allait toucher un pactole qui pouvait minimum être de 5 millions d'euros. Donc vous voyez qu'au final, la connaissance a s'est jouée à des questions, à mon avis, encore une fois, économiques. Merci messieurs, merci Marc, merci Hugo, merci Walid d'avoir participé à cette Merci à émission. vous. Émission raccourcie effectivement, puisque derrière nous il y a Cinebdo qui prend le relais, puisque demain nous enregistrons une émission spéciale. Donc voilà, petit bouleversement dans la grille de programme de Radio Rec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous allons bientôt Merci. parler intercommunalité, départementale, voilà, collectivité. Un sujet qui me passionne. Et l'occasion de rappeler qu'effectivement ça bouge encore au niveau des intercommunalités dans le coin, au niveau Ça bouge local. à fond, là. Ça bouge de tous les côtés, Ouais. voilà, les commissions régionales travaillent là-dessus et ça, voilà, donc on vous en parlera dans une des futures émissions de Politiquement Incorrect. Donc n'hésitez pas, si vous avez une opinion sur la question, si vous avez un avis, des questions, eh bien posez-les, politique@radio-rec.fr ou encore sur Facebook et Twitter, Politiquement Incorrect et Incorrect pour Twitter simplement. Voilà, merci beaucoup, très belle soirée sur Radio Radio Rec. Rec. Oui, voilà, c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Toujours. Ah bon, ça va changer? Non, mais c'est toujours un direct. D'accord, oui.
Parce que peut-être que bientôt... Bah si, REC. Alors on pourra l'appeler la radio étudiante de Champs et de Créteil. Bientôt, ouais, bientôt. Effectivement. Ou REC. En fait, on l'avait déjà prévu, en fait. Voilà. C'est pour ça. Radio étudiante du campus de Champs et de Créteil, ça deviendrait REC Radio avec et- 3C, mais voilà. bon là ça deviendrait compliqué quand même. Radio étudiante de Champs et de Créteil. Ok, merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt. Radio Rêve. La radio étudiante.